Alors bonjour et bienvenue à tous et à toutes au Salon de l'emploi public et de la mobilité 2024 organisé par la préfecture de région avec l'aide des employeurs publics des 3 fonctions publiques et nos partenaires de l'emploi public. Donc vous participez aujourd'hui à la journée en distanciel. Tous les webinaires sont enregistrés et seront accessibles sur la page YouTube de la PFRH en replay dans quelques jours. Demain, une deuxième journée pour ce salon où des conseillers mobilité carrière d'Occitanie issus des 3 versants vont assurer des entretiens flash sur un projet professionnel ou sur un CV ou une lettre de motivation. Et je voulais les remercier de leur participation à ce salon. Et en complément des événements en présentiel, en complément de cet événement distanciel, il y a des salons en présentiel dans chaque département. Ils ont démarré au mois de septembre et puis ils ont lieu jusqu'au mois de décembre dans tous les départements. Et donc, je salue les collègues des départements qui sont organisateurs de ces salons et que j'ai vu connecter ce matin. Bonjour à mes 3 participants. Je vous remercie d'avoir accepté de participer à cette table ronde sur les passerelles entre les 3 fonctions publiques. Vous êtes tous les 3 des acteurs RH, des professionnels RH, issus des 3 versants de la fonction publique. Je vais laisser vous présenter en donnant votre nom, votre prénom, votre fonction et votre structure. Et puis ensuite, on entamera tout de suite par les questions. Laetitia, est-ce que tu veux démarrer ? Oui, bonjour à tous. Donc moi, je suis Laetitia Viala. Je travaille au conseil départemental de la Haute-Garonne et je suis responsable du service marque employeur employabilité jeunesse dans lequel je pilote la fonction recrutement. Merci Laetitia. Laurence. Bonjour, donc je suis Laurence Janton, je travaille au secrétariat général commun de la Haute-Garonne, qui est une structure qui gère les agents des services déconcentrés de l'État sur le département de la Haute-Garonne. Et je suis l'adjointe du bureau RH en charge du pilotage des effectifs, du recrutement et de la rémunération. On fait des choses. Julien, pour la fonction publique hospitalière. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Julien Morera, je suis responsable du recrutement et de la mobilité au centre hospitalier universitaire de Toulouse. Merci beaucoup à tous les 3. J'ai envie de vous poser une première question. Est-ce que vous avez une idée du nombre mobilité interfonction publique au sein de vos structures ? Est-ce que vous disposez de données chiffrées plus ou moins précises ? Ouais. Laetitia, vas-y. Ouais. Pardon, je peux peut-être juste donner des chiffres globaux. On fait au niveau du conseil départemental à peu près 1000 recrutements par an. Sur ces 1000 recrutements par an, on fait à peu près, dans ces 1000 recrutements, on fait 400 mobilités internes. Je donne des chiffres moyens. Et en termes de recrutement avec des mobilités interfonctions publiques, je dirais que ça représente 5 à 8% des recrutements, donc entre 50 et 80 agents par an. Merci Laetitia. Et dans les autres structures, du coup, Laurence, est-ce que tu as une idée, toi ? Alors nous, sur le périmètre ATE, on fait à peu près 350 recrutements par an sur une population de gestion à peu près de 1200 agents si je compte les CDD de courte durée. Et on est sur un pourcentage qui va en augmentant, faiblement, mais sûrement. Et nous, on est sur un volume de 3% sur la mobilité interfonction publique. Ok. Et dans la fonction et au CHU, du coup ? Je ne vais pas parler de pourcentage parce que ça va faire peur. Grosso modo, au CHU, on est à 1500-1600 recrutements par an, selon les besoins, sur 180 métiers. On a grosso modo une dizaine de recrutements par détachement chaque année et des départs aussi. Alors, on est meilleur sur les départs. Hein. On a quand même beaucoup de départs, grosso modo une quarantaine chaque année vers la fonction publique d'État et territoriale au CHU. Et sur les arrivées, on va recruter, que ce soit des agents de catégorie C sur les métiers d'agent de restauration, agent de bio-nettoyage, sécurité incendie, un petit peu tout ce corps de métier. Et ensuite, sur les postes de catégorie B, encadrement intermédiaire et voire des postes de catégorie A aussi. Et Laurence disait qu'elle constate... Pardon.
Laurence disait qu'elle constatait une augmentation du coup de ces mobilités interfonctions publiques ces dernières années. Est-ce que c'est le cas aussi pour le CHU? Oui. Ok. Et quelle est la tendance du coup au conseil départemental? C'est pareil, c'est une légère augmentation, c'est léger. On voit pas une augmentation significative, mais on sent qu'il y en a quand même, voilà, ça se démocratise un petit peu plus et on sent qu'effectivement, certains parcours, encouragent, d'autres, à faire de même. Donc, voilà, je dirais une légère augmentation, mais ça reste, pas quelque chose de conséquent non plus. Du coup, est-ce que vous avez constaté, est-ce que vous avez une idée des métiers qui sont spécifiquement concernés par ces mobilités? Julien a commencé à aborder cette question-là. Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité ou des métiers qui sont particulièrement concernés? Et puis, est-ce qu'il y a des catégories d'agents qui sont plus concernés que d'autres? Laetitia, du coup, tu peux enchaîner. Oui, alors sur les métiers, nous, on est plutôt dans le domaine de la santé, du médico-social. Là, on recrute, voilà, pas mal sur ces métiers-là, mais aussi sur tout ce qui est fonction support, en fait, hein, vraiment, tout ce qui est un petit peu spécialisé, dans les RH, dans les juristes, dans les ingénieurs, dans le domaine informatique, voilà, sur ces fonctions support-là. Mais aussi sur tout ce qui est management, on va dire sur les managers, tout ce qui est directeur, chef de service. C'est des postes, voilà, où on vient, on retrouve pas mal de recrutements sur ces postes-là, ce qui fait que pour nous, les recrutements, on n'est plus sur de la catégorie A, de la catégorie B. Finalement, on retrouve assez peu, vraiment très très peu, c'est très à la marge les postes de catégorie C sur ces mobilités interfonctions publiques. D'accord. Et qu'en est-il, Laurence, pour les recrutements du SGCD? Alors, je rejoindrai les propos de Laetitia. Ça va être beaucoup sur des postes, on va dire, sur les fonctions support, parce que sur les autres métiers, en fait, très souvent, il y a un corps. Et comme ces corps sont à gestion ministérielle, c'est pas toujours facile pour les agents de se projeter sur d'autres structures où potentiellement il n'y a pas de corps d'accueil. Donc ça c'est un frein, alors que effectivement tous les postes tenus par des corps de secrétaire administratif ou d'attachés, voilà, il y a déjà une petite culture de la mobilité interministérielle et de plus en plus interfonction publique. Bon, moi, sur les faibles volumes, je peux pas en tirer des tendances, hein, en dire que c'est plutôt des A, plutôt des B. Enfin, voilà, ça reste quand même du domaine de la perception. En fait, je pense qu'il y a le premier frein, en fait, c'est la méconnaissance. C'est le fait de se dire que c'est possible. Oui, je peux, avec même en étant fonctionnaire d'État, aller dans la territoriale, aller dans l'hospitalière, et aussi peut-être une méconnaissance encore du portail Choisir le service public, qui aujourd'hui offre une visibilité sur tous les versants de la fonction publique. Et donc, du coup, il n'y a pas forcément, voilà, quand un agent est en recherche de mobilité, il n'y a pas ce réflexe-là. Alors, c'est les échos que j'en ai eu d'agents qu'on a recrutés, par exemple, de la territoriale et qui continuent à aller sur emploi territorial et pas forcément sur choisir le service public. Et donc, du coup, voilà, du coup, il reste restreint à leur fonction publique. Voilà, alors que choisir le service public, pour lequel il y a un webinaire à ce moment même sur un autre lien, regroupe finalement les offres des 3 versants, alors un peu moins de la fonction publique hospitalière, hein, mais en tout cas, toutes les offres d'emploi territoriales sont injectées sur choisir le service public. Tu parlais d'un frein, Laurence, qui était l'appartenance à un corps. Pour nos 2 autres participants, notamment pour Julien, est-ce que pour toi, il y a d'autres freins qui rendent difficiles ces passerelles-là? Et au contraire, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent faciliter justement les passerelles inter-fonction publique?
Non, mais j'ai pas d'alerte. En fait, l'alerte, c'est le même sujet que la mutation. C'est quelque chose qui est méconnu. Donc, du moment qu'on ne connaît pas, les professionnels ont tendance à penser que c'est très compliqué et il y a un déficit de communication. Et je remercie d'ailleurs la PFRH parce que ça fait plusieurs années que vous essayez un petit peu de dynamiser et de montrer mais qu'en fait, c'est pas plus compliqué qu'un recrutement classique. Donc, non, on n'a aucune alerte. Bon, j'en ai pas parlé. Effectivement, ça nous permet de recruter aussi des personnels de soins, mais bon, ça paraît plutôt logique, mais non, aucune alerte. En plus, l'avantage du détachement, alors côté CHU, nous, on fait généralement du détachement d'un an. Donc, ça offre aussi une petite sécurité aux professionnels qui va venir au CHU de se dire, c'est un petit peu ma période d'essai. Si je ne me fais pas à cet environnement, je peux revenir dans mon administration d'origine. C'est plutôt apprécié par les professionnels et côté CHU aussi. Et en plus, on a des professionnels qui sont acculturés service public. Mhm. Je sais que c'est des choses qui se perdent, même si choisir le service public rappelle cet engagement-là. Mais c'est des professionnels qui sont acculturés à la fonction publique. Donc pour nous, le CHU de Toulouse est plutôt enclin, alors très enclin à recruter par votre détachement. Avant de revenir sur la question des freins et des facteurs facilitants, du coup, sur la modalité, vous êtes principalement sur la modalité du détachement pour Oui. les mobilités, oui. Et Oui. au conseil départemental, Oui, pareil aussi, hein, on est sur la voie du détachement. Alors après, on peut retrouver des fonctionnaires qui se mettent en disponibilité et, ok. et nous, on les recrute par la voie contractuelle. C'est aussi une garantie pour eux. Voilà, ils peuvent mettre fin à leur disponibilité après à tout moment et revenir sur leur poste. Donc, je dirais que nous, on a les deux en fait. Voilà, ça dépend les postes sur lesquels on recrute. Ça dépend, voilà, en fonction de dans le secteur médico-social, on peut avoir des postes où on va avoir énormément, nous, de turnover sur des postes et donc des titulaires en poste qui sont absents et on va pouvoir recruter des agents par la voie contractuelle. Et donc là, parfois, on a des fonctionnaires d'autres fonctions publiques qui viennent voilà, sur un contrat, essayer, voir découvrir la fonction publique et qui, après, font le choix de rester et d'attendre qu'un poste se libère pour venir être positionné sur un poste permanent et faire vraiment le détachement. Je rejoins Julien, on est également sur des durées de détachement pour nous qui sont d'un an. Voilà, qu'on peut renouveler à la demande, voilà, soit de la collectivité, soit de l'agent, mais c'est en moyenne ce qui se fait et au bout d'un an, ça permet à la fois à la collectivité et à l'agent de voir si les conditions lui conviennent et si la découverte de cette nouvelle fonction publique se confirme et correspond voilà, à ce qu'ils peuvent rechercher. C'est vrai que nous, sur le département, on a des compétences, on est chef de file sur l'action sociale, donc c'est vrai que sur tout ce qui est cette thématique-là, voilà, on a pas mal d'opportunités. On est en plus une grande collectivité, donc on peut offrir aussi des perspectives, des évolutions de carrière. Donc voilà, ça peut donner envie. Donc je dirais que pour nous, c'est à la fois par la voie contractuelle pour des agents Mhm. titulaires en disponibilité et par la voie du détachement sur des recrutements directement sur poste permanent. D'accord. Voilà. D'abord sur une période de 1 an et ensuite renouvelable pour une période de 1 an également, ou du coup c'est une période plus conséquente pour pour le renouvellement? Non, on peut repartir sur un an et enfin voilà, il n'y a pas D'accord. de Ok. en général, au bout d'un an, vraiment, on s'interroge et on sait si la collectivité souhaite intégrer l'agent de manière définitive et l'agent sait au bout d'un an si effectivement, voilà, l'expérience l'a convaincu et il a vraiment envie d'y aller. Après, je rejoins sur les freins, il y a quand même une méconnaissance entre fonctions publiques. On sait que le statut est quand même assez complexe et qu'il n'est pas toujours évident de comprendre déjà dans sa propre fonction publique les notions de cadre d'emploi, de grade, enfin voilà, tout ce qu'il est D'accord. possible de faire. Donc le découvrir sur une autre fonction publique qui est encore différente, c'est vrai que ça peut faire peur. Il y a la question des grilles de salaire qui sont pas les mêmes non plus. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de choses qui du coup peuvent faire peur, voilà, au premier abord. Mais on se rend compte, comme le disait Julien également, que finalement, voilà, c'est assez simple. On fait des études de correspondance. Enfin voilà,
peut-être un peu plus pour nous que c'est compliqué d'étudier les correspondances, de voir en termes de cadre d'emploi, de grade, ce que ça peut correspondre dans d'autres fonctions publiques. Et au niveau de la rémunération, la manière dont on s'aligne, les primes qu'on peut avoir, par exemple, dans une fonction publique et que on va pas avoir retrouvé sur une autre. Donc ça fait pas mal de petites choses qui sont assez complexes pour nous à voir, mais qui au final pour l'agent, on essaye de simplifier les choses au maximum et d'être le plus transparent possible. Mais c'est vrai que ça peut représenter quand même quelque chose de complexe à appréhender et ça peut représenter donc des freins. Ouais. Du coup, puisque tu viens à la question de la rémunération, je vais vous poser la question. Ouais. Juste pour dire que pour nous, en fait, au niveau de l'État, le recrutement d'un titulaire sur contrat, on le pratique très très peu. On va plutôt pratiquer la PNA en interministériel. Donc du coup, il y a plus cette notion de corps. L'agent est géré par sa structure d'origine, mais on pratique pas le recrutement sur contrat, où c'est très très marginal. Et au CHU, est-ce que vous avez cette pratique ou pas du tout? Non. Non. Non, on n'a pas cette pratique. Après, on peut faire aussi des systèmes de mise à disposition sous convention. C'est un petit peu à part quand on a des sujets de rémunération. Si c'est une perte de rémunération pour le professionnel, on va opter pour la mise à disposition pour qu'il puisse continuer à être rémunéré comme il l'était auparavant, mais venir quand même chez nous. Merci Julien de revenir sur la question de la rémunération, parce que ça me permet de vous demander, est-ce qu'au CHU, est-ce que vous pratiquez le maintien de la rémunération lorsque vous accueillez un agent en détachement ou pas? Est-ce que vous n'êtes pas toujours en mesure de le faire? Et ensuite, est-ce que par exemple, vous transmettez au candidat une simulation de salaire en amont? Oui. Alors, sur les détachements, la chance qu'on a au CHU, c'est qu'on regarde des volumes de recrutement qu'on a. On a quand même des équipes qui sont présentes en nombre et donc qui savent appréhender et accompagner les professionnels sur ces sujets-là. Donc, faire des études effectivement de rémunération, les conseiller aussi sur les aspects réglementaires, enlever ces petits freins. Sur la rému, on a souvent été un petit peu en retard dans l'hospitalière. Depuis le Ségur, ça va mieux. Donc, on est moins confronté à ces questions de perte de rémunération. Donc, on a eu un sujet il n'y a pas longtemps à la marge où effectivement, on a dû faire un complément de rémunération, mais c'est vraiment à la marge. Et normalement, on n'est quasiment plus confronté à ça. Là, effectivement, où il y a sujet, c'est sur le régime indemnitaire, puisque nous, on n'est pas encore passé au RIFSEP. Donc, pour les professionnels qui arrivent, c'est la question de se dire, mince, je change totalement de fonctionnement, comment ça fonctionne ici, mais nous, on va les accompagner là-dessus. Et effectivement, avec une étude de rémunération, généralement, on note les freins s'il y en a. Ok. Et toi, Laurence, du coup, comment vous gérez la question de la rémunération? Alors, aujourd'hui, nous, il y a du maintien de rémunération sur la base indemnitaire et de l'IFSE. Après, se pose la question des primes spécifiques à certaines structures territoriales ou d'autres structures. Il y a aussi le fait qu'il faut bien que les personnes aient en tête que, par exemple, quand on a un poste avec NBI, on part sans sa NBI. Donc ça, c'est aussi avoir ça en tête. Nous, aujourd'hui, on demande de toute manière une fiche financière auprès de la structure d'origine et on fait des simulations financières pour que les gens ne soient pas surpris une fois qu'ils sont là, quoi. Donc, pour que la mobilité, en fait, se passe bien et qu'il n'y ait pas de retour en arrière. Voilà, donc la négociation, elle a lieu effectivement en amont du recrutement et sur la base d'un accord sur simulation financière. Ok. Et au conseil départemental, est-ce que vous êtes sur le même
Alors au Sur- département également, en fait, dans toutes nos procédures de recrutement, de toute façon, au préalable, il y a toujours une simulation de salaire qui est présentée aux candidats, voilà, dans le cadre de la procédure. Il n'y a pas une simulation de salaire qui est faite à tous les candidats qui sont reçus en entretien, mais en tout cas une simulation de salaire qui est faite pour le candidat retenu, à l'issue du jury. Après pour ce qui est, je dirais de l'alignement avec, la rémunération, pour nous, c'est vraiment pas systématique en fait, hein. Il y a un calcul qui est fait par rapport à nos grilles, une correspondance et donc, pour nous, ça correspond à, la rémunération dans la fonction publique, dans notre collectivité, à ce qui est pratiqué et je dirais qu'on peut aller sur un alignement, mais que pour certaines situations. Je pense notamment à des métiers en tension sur lesquels on aurait beaucoup de difficultés à recruter. Là, effectivement, il y a une étude qui est faite et puis surtout, il y a un comparatif qui est fait pardon avec avec ce qui est pratiqué dans la collectivité puisque donc le but n'est pas de créer de déstabiliser un collectif non plus et voilà, quand on part sur quelque chose de dérogatoire, on sait que ça peut avoir des conséquences sur un collectif derrière, puisque de toute façon, voilà, tout se sait au bout d'un moment. Donc, voilà, il faut avoir de la transparence et c'est vrai que, voilà, si avec d'autres candidats, on aurait un deuxième bon candidat qui vient de la fonction publique territoriale, qui lui aurait la même rémunération, il est difficilement justifiable de partir sur un autre candidat qui aurait une rémunération plus élevée à compétences égales. Donc, voilà, je dirais que c'est pas systématique. On va, voilà, y aller sur des métiers en tension ou sur des postes qui ne sont pas forcément en tension, mais pour lesquels on aurait eu du mal à recruter après plusieurs jurys infructueux, par exemple. Je pense à des postes de manager où on pourrait avoir, voilà, quelques difficultés parfois pour voir certains postes, mais c'est toujours en lien avec ce qui se pratique dans la collectivité, pour ne pas être en décalage, avec la réalité de ce qui est, fait au département en termes de rémunération. Ok, Donc pour nous, c'est merci. vraiment pas systématique. Il y a une étude qui est faite et qui est, conditionnelle, hein, vraiment, à la finalisation du recrutement. Il faut que le candidat accepte les conditions, mais c'est pas systématiquement un maintien, en fait. D'accord, très bien. J'ai une presque dernière question, mais est-ce que selon vous, quels sont quels sont les éléments qui peuvent faciliter ces mobilités interfonctions publiques? Là, on a finalement ce qu'on a vu, tout à l'heure, enfin, c'est que la méconnaissance en fait hein, des autres fonctions publiques est un frein et le frein majeur. On a creusé un peu la question de la rémunération et finalement, ça n'a pas l'air, en tout cas ça n'a pas l'air d'être un frein majeur à ces mobilités. Est-ce que pour vous, il y a des éléments qui peuvent venir faciliter, hormis la connaissance, les mobilités interfonctions publiques? Moi, je pense qu'il y a un intérêt qui s'est un peu accentué avec en post-Covid, où les gens envisagent une carrière plus diversifiée et quelque part une envie de découvrir un autre environnement professionnel. Du coup, nous, pour la structure, moi, je trouve ça enrichissant parce qu'effectivement, il y a des échanges de pratiques. Il y a aussi, enfin, moi, je pense que ça potentiellement, ça tire vers le haut tout le monde, quoi. Julien. Ça va peut-être être un peu bateau, mais j'ai juste envie de dire aux candidats, lancez-vous, tout simplement, pour les raisons qu'on a exposées. Encore une fois, les administrations sont plutôt enclins à le faire. Là, on est entre d'administrations de taille assez importante. C'est quand même un sujet quand on arrive au conseil départemental ou peu importe ailleurs, c'est des grosses structures. Donc, il faut être aussi habitué à ce mode de fonctionnement-là. Généralement, ces professionnels le sont. Donc, pour nous, en termes d'intégration, de prise de poste, c'est aussi un point qui est très positif. Les CV qui arrivent chez nous d'agents de la fonction publique, on parle aussi à des confrères, donc ils sont traités de la même manière, mais il y a une attention particulière. On se connaît quand même un petit peu. Il y a des choses sur lesquelles on se ressemble. Oui, on est différents,
Je sais qu'on a pas mal de professionnels qui partent au conseil départemental, mais c'est très bien, c'est de la compétence qui reste dans la fonction publique. C'est très bien. Donc non, vraiment, continuer cette communication, mais qui est impulsée, et il faut qu'on continue, nous aussi, en tant qu'employeurs, à dire c'est des choses qui sont possibles. Oui, ça se fait pas n'importe comment, mais on vous accompagne derrière, que ce soit sur le départ ou l'arrivée, et ça, on le fait. Après, il faut le dire. C'est ça peut-être qu'on a du mal à dire dans la fonction publique, on a du mal à dire quand on fait des choses et quand on les fait bien. Mais déjà, n'hésitez pas à postuler, d'aller sur les portails recrutement, vous engagez à rien. Et on est peut-être moins enclin quand on est dans des administrations, dans la fonction publique. Voilà, ça fait 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'on est dans une administration. On est moins habitué à se confronter au marché de l'emploi aussi, donc il y a cette peur, mais il n'y a pas de peur à avoir simplement postulé. Merci Julien. Laetitia? Oui, je rejoins un petit peu ce qu'ils disent. Alors peut-être pour commencer, Laurence, effectivement, je pense qu'il y a aussi aujourd'hui un changement. Avant, on pouvait faire toute sa carrière au sein d'une même structure et évoluer de poste en poste. Et aujourd'hui, on est vraiment sur une ouverture des possibilités et les candidats s'ouvrent petit à petit à voir ce qui se passe dans d'autres environnements professionnels. Et ça, je pense qu'effectivement, il faut l'encourager et ça donne des richesses de parcours vraiment très, très intéressantes parce que quand on a des candidats, enfin voilà, nous, on est toujours très intéressés à avoir des candidats qui ont connu un autre environnement de travail qui est complètement différent et on va venir aller chercher voilà ce que les apports positifs, l'expérience positive de ce qu'ils ont pu mettre en place ailleurs et comment ça pourrait être transposé chez nous. Il y a vraiment une ouverture sur les modes de travail et je pense que ça, c'est vraiment très, très enrichissant. Il y a une ouverture aussi sur le sens que l'on donne à son quotidien, au projet, à ce à quoi on participe. C'est vrai qu'au niveau du département, on a la chance d'être proche du territoire et donc d'être vraiment très en contact avec les usagers et donc c'est du très concret. Donc ça, je sais que voilà, ça peut être quelque chose de très attractif pour des candidats qui viennent voilà par exemple de l'État et qui vont être un petit peu plus isolés, mais enfin voilà. Et à contrario, on va avoir des territoriaux qui vont aller s'essayer à ce qui se passe au CHU ou peut-être on est sur des conditions de travail qui sont complètement différentes avec voilà, on le sait, quelque chose de très dynamique. À l'État, on va retrouver peut-être un peu plus de pilotage, enfin voilà, un peu plus de stratégie, enfin des choses encore différentes. Et c'est vrai que ces parcours variés comme ça sont vraiment très riches. Et nous, on est très preneurs, voilà, de candidats qui prennent des risques, qui connaissent voilà différentes organisations et modes de travail et qui vont du coup enrichir nos modes de travail à nous par leurs expériences. Donc on est très ouvert et comme le disait Julien, on a l'habitude de recruter des agents qui viennent d'autres fonctions publiques. Donc pour nous, on a un regard sur la compétence des agents et on n'a pas un regard sur la fonction publique à laquelle ils appartiennent. C'est vraiment la compétence qui est importante. Donc je pense qu'il faut vraiment encourager. Est-ce que justement pour illustrer ces richesses de parcours, est-ce que vous pouvez illustrer par un exemple ou deux de mobilité au sein de vos structures? Et pour terminer, pour clôturer cette phase d'échange, avant d'ouvrir aux questions du public. Oui, nous, alors on a vraiment un petit peu de tout. Je dirais les derniers que j'ai en tête, peut-être par rapport au CHU avec des mobilités de chefs de service informatique. Voilà où en fait on est sur des fonctions support et effectivement le secteur informatique est assez concurrentiel parce qu'on a quand même pas mal de difficultés à recruter sur ces postes-là avec aussi une forte concurrence du secteur privé avec des rémunérations avec lesquelles on a du mal à s'aligner avec les grilles de la fonction publique. Donc voilà, chef de service en informatique, mais on pourrait avoir également un infirmier également dans le domaine du médico-social qui viendrait chez nous s'essayer voilà au métier d'infirmier, mais en protection maternelle infantile par exemple. Merci Laetitia. Laurence, est-ce que tu veux illustrer par un ou deux exemples de mobilité récente? Nous aussi, on a recruté un adjoint service informatique
d'une collectivité territoriale. Et en ressources humaines, on a aussi des agents qui ont eu une expérience en territorial et qui sont venus rejoindre nos équipes. C'est ce qui est le plus opérant, on va dire. D'accord, merci. Julien, pour conclure. Ouais, sans grande originalité, les métiers du numérique et du soin. Okay. J'apprends rien, mais si on veut partir sur d'autres fonctions, sur des fonctions support, et je reviens là-dessus parce que généralement, c'est ces professionnels-là qui sont moins à l'aise avec la mobilité, les agents de catégorie C, les agents de catégorie A, ils ont plus l'habitude de ces thématiques-là, mais sur des fonctions logistiques, on a fait des recrutements et on fait encore là potentiellement un détachement qui va se prévoir. On va retrouver des établissements de grande taille, avec des grands flux, avec des organisations qui se ressemblent. Alors peut-être pas sur du 24, 7 jours sur 7, mais agent de catégorie C aussi, lancez-vous dans les mobilités interfonctions publiques. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. Je pense que nous avons été parfaits au niveau du timing. Il est 9h30. N'hésitez pas à poser vos questions à nos trois intervenants. Merci beaucoup pour cette table ronde, et bien avec plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ne nous quittez pas tout de suite. Il y aura un petit sondage à la fin de la phase des questions et j'aurai besoin de vous garder vraiment pas très longtemps. Ça va durer 1 minute ou 2. Donc, ne partez pas tout de suite. Je regarde le public n'ayant pas de questions, n'ayant pas l'accès au micro. Les questions passent forcément par le chat. C'est vrai qu'on n'a pas évoqué spécifiquement la question des conditions de travail. On vient juste de l'évoquer à la fin, mais vous n'avez pas abordé les mises à disposition. Avez-vous eu des exemples ? Alors nous, on a des mises à disposition, mais sur des postes très précis. Par exemple, les postes de délégués de préfet sont des postes de mise à disposition. Mais c'est sur un type de poste. Sur des cas très spécifiques où effectivement on ne va pas retrouver le même grade, on ne va pas retrouver la même rémunération, on va procéder à des mises à disposition. Des cas vraiment très particuliers. C'est à la marge, j'ai l'impression que c'est à la marge. Laetitia ? Oui, pareil pour nous, hein, c'est vraiment très très à la marge, on en pratique très peu. Ouais. Est-ce que vous mettez en place des dispositifs d'accueil spécifiques d'acculturation ? Alors, pas au département. On a un dispositif d'accueil général. En fait, on a un dispositif vraiment pour accueillir les nouveaux recrutés dans la collectivité, avec vraiment un temps dédié vraiment pour leur expliquer le fonctionnement, enfin ce qu'est le département, ses compétences, le fonctionnement. Donc, en fait, on reprend au global vraiment en entonnoir vraiment ce qui est le département, la fonction publique, et on redescend vraiment avec l'organisation très précise de la collectivité. Et après, à charge après au sein de chaque service de permettre de faire connaître l'organisation de la fonction publique. Après, il y a des formations qui sont dispensées, mais rien de plus que pour nous cet accueil qui est vraiment dédié à tous les agents qui rejoignent la collectivité. Qu'en est-il à l'État, Laurence ? Oui, c'est un peu la même philosophie. En fait, en fonction du profil de la personne, le degré d'acculturation, on devra faire un effort plus particulier ou pas. C'est très souvent le chef de service qui prend donc cette action-là, et en mettant en place un plan de formation. Il y a on est assez généreux au niveau de la formation de l'État, et donc on peut vraiment s'acculturer. Il y a des MOOC, il y a on peut vraiment, vous allez aujourd'hui sur Mentor, vous allez sur plein de plateformes
même avant votre mobilité. Et je pense que c'est ça enfin, moi, le message que j'ai envie de passer, c'est qu'une mobilité, ça se prépare. Je vois la question là, de quelle façon peut se dérouler un recrutement pour un agent reconnu inapte. Qu'un agent est un parcours particulier. En fait, quand on se met en mobilité, il faut aussi se poser la question quelles sont mes compétences transférables, et se projeter sur d'autres missions, d'autres professions. Et c'est vrai que ça se prépare. Donc, il est bien d'aller voir ou un conseiller mobilité carrière ou de réfléchir à comment je vais vendre ces compétences transférables si je dois aujourd'hui et si j'ai envie de changer de métier. Donc, comment je rédige mon CV, comment je fais ma lettre de motivation. Voilà, tout ça, une mobilité, ça se prépare. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Julien, est-ce qu'il y a alors du coup, deux questions. Est-ce qu'il y a des dispositifs spécifiques d'acculturation à la fonction publique hospitalière lorsque vous accueillez des agents d'un autre versant? Non, même dispositif d'intégration dans les services qui sont pilotés par les services au plus près du terrain. Donc non, pas particulièrement. Je rejoins tout à fait mot pour mot ce que disait Laurence. Sur la préparation de la mobilité, c'est vrai qu'on n'est pas passé sur ce point-là. Mais effectivement, c'est un point qui est déterminant, comme sur tout recrutement, mais ça se prépare et ça se construit. Et j'ajouterais qu'il ne faut pas hésiter. Pardon, j'ajouterais effectivement on rencontre aussi beaucoup sur les salons de personnes qui viennent nous interroger sur s'intéresser à ce que font les différentes collectivités. On se rend compte qu'il y a une réelle méconnaissance en fait ne serait-ce même qu'au sein de la fonction publique territoriale, que fait la région, que fait le département, que fait la communauté d'agglomération. Enfin, on se rend compte que vraiment, ne serait-ce même qu'au sein d'une même fonction publique, beaucoup d'agents ne savent pas ce que font en termes de compétences les collectivités. Alors c'est vrai que quand on ouvre encore le champ aux différentes fonctions publiques, on sait que le maillage est important et il y a une grande méconnaissance. Il faut pas hésiter à venir nous voir sur les salons. C'est vrai qu'on passe beaucoup de temps, non pas à faire spécifiquement un recrutement sur un poste, mais ne serait-ce qu'à expliquer, à voir comment ça fonctionne, les processus, quel métier on va retrouver dans le département, enfin voilà, qui fait quoi, les passerelles, comment ça se passe, comment on recrute. Donc avec parfois des agents qui nous exposent leur situation et à qui on peut donner les possibilités, expliquer comment on peut faire cette passerelle entre les deux. Donc c'est vrai que c'est une vraie démarche et il faut pas hésiter à la préparer, à bien se renseigner, à venir à la rencontre aussi de tous ces acteurs publics qui se mettent à disposition pour comprendre comment ça fonctionne et quelles sont les possibilités. Merci Laetitia. Alors, il y a une question très technique sur la durée d'un détachement. Est-ce qu'elle est la même selon la fonction publique? Elle est encadrée. Après, c'est des pratiques, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Dans la fonction publique hospitalière, on va partir sur 1 an, renouvelable ou pas renouvelable, avec intégration ou non. Me semble-t-il, c'est dans une durée maximale de 5 ans. C'est des pratiques de chacun. Je connais des structures qui font 2 ans et quand ça veut postuler chez moi, on me dit comment ça, vous faites pas 2 ans? Non, nous on part sur 1 an, réglementation et après pratique interne sur un détachement de 1 an du moins dans l'hospitalier. Très bien. Nous, c'est aussi à peu près le même dispositif. 1 an de détachement et parfois, très vite, après 1 année, les personnes demandent à être intégrées et ils ne sont plus en position de détachement parce que comment dire, cette double carrière est parfois pas simple pour les agents, donc ils préfèrent directement intégrer. Voilà. Pareil, chez nous, on est sur une pratique qui est plutôt sur, comme on le disait, 1 an, renouvelable 1 fois si vraiment, on n'est pas sûr ou si on a encore envie de se donner un petit peu de temps et de sécurité. Mais en général, ça va pas au-delà des 2 ans en fait. Et on est dans un maximum de 5 ans, voilà, qui est réglementaire.
Et peut-être une dernière question. Alors, est-ce que vous avez des... Alors, hop, il y en a plusieurs du coup qui sont arrivés au même temps. Est-ce que vous avez des exemples de mobilité d'agents de la filière culturelle, très spécifique comme question? Alors, moi, j'ai pu en avoir, mais alors c'est quand même assez, on en a peu, mais peut-être plus sur des fonctions de chef de service, voilà, plus sur des fonctions de manager. Ok. Merci. Alors, je vois qu'il y a une question pour moi. Ouais. En Alors, préfecture, deux choses. il y a Alors, encore des difficultés. Je vais juste répondre à la question juste avant. Vers qui Mm. s'orienter pour mûrir un projet de mobilité? Si vous êtes agent public, vous avez des conseillers mobilité carrière qui sont là pour vous accompagner au sein de votre structure. Donc, il faut vous rapprocher de votre service des ressources humaines qui peut vous orienter vers un conseiller mobilité carrière. Et effectivement, dernière question, Laurence. Donc, en préfecture, donc c'est vraiment, alors là, effectivement, je crois que c'est pour toi. Il y a encore des difficultés à faire basculer un agent technique à un agent administratif malgré des expériences administratives. Alors là, on n'est pas dans le cadre de l'inter-fonction publique. Hein. Alors, bon, je ne sais pas, c'est peut-être une affirmation, parce que nous, on a eu des corps, enfin, en fait, là, ça implique potentiellement un changement de corps. Donc, vous avez des agents qui, et on a eu cette expérience-là, qui étaient sur un corps technique, qui ont été détachés sur un corps administratif et qui, au bout d'un an, ont demandé à être intégrés sur un corps administratif. Donc moi, ça, je l'ai vécu en préfecture, mais je l'ai aussi vécu au ministère de la Culture, où effectivement, au cours du parcours, pour des raisons X ou Y, hein, ça peut être aussi des problèmes de santé. Vous êtes sur un métier technique et vous avez, voilà, donc on parle de reconversion professionnelle, et vous pouvez tout à fait être détaché sur un autre corps. Voilà, donc moi, je vois pas de frein général ou de posture générale. On est sur un accompagnement individuel, mais c'est vrai que un changement de corps, un changement de métier, voilà, ça se prépare. Donc peut-être que voilà, ça nécessite quelques formations, ça nécessite potentiellement de rassurer le recruteur. Hein, c'est aussi ça. Donc nous, quand on a quelqu'un en face, on a besoin d'être rassuré parce que aujourd'hui, les recrutements, ça a des enjeux très forts. Donc, pour faire tourner les services, donc on ne peut pas se permettre de se louper, quoi. Voilà. Donc, effectivement, parfois, ça peut paraître difficile, mais il n'y a pas de posture générale par rapport à ça. Alors, en gérant les sondages, je ne vois pas les autres questions, donc ce qui est très gênant. Donc, s'il y a d'autres questions, je veux bien que vous preniez le relais, cela m'aidera vraiment. Il y a une question sur, à savoir est-ce qu'on fait des retours dans le cadre des procédures de recrutement, est-ce qu'on fait des retours aux agents publics sur leur candidature? Alors après, donc ça c'est les pratiques de chacun, mais en fait on fait des retours à l'ensemble des candidats, peu importe qu'ils soient agents publics ou pas agents publics. Je ne sais pas si j'ai bien saisi la question, mais c'était bonjour, dans le cadre de candidature d'agent public, faites-vous systématiquement un retour? Alors nous, on fait un retour à l'ensemble des candidats. Après, il y a tout le déroulement de la procédure avec des réponses aux candidats qui interviennent, enfin voilà, peut-être un peu plus en début de procédure parce qu'on sait que le candidat correspond pas au profil ou qu'il n'a pas le niveau de diplôme requis, pas le bon cadre d'emploi, ou peut-être un peu plus tard dans la procédure des réponses qui peuvent être parce qu'on n'a pas sélectionné car le niveau de compétence ou d'expérience n'est pas suffisant au regard des autres candidatures reçues. Mais d'une manière générale, à la fin d'une procédure, l'ensemble des candidats ayant candidaté reçoivent une réponse à la fois négative ou positive pour le candidat qui a été retenu. Mais ça, c'est chacun le pratique dans sa collectivité, enfin dans sa structure, selon ses process. Après, moi, j'invite les candidats à ne pas hésiter à prendre leur téléphone et
suite à un entretien, parfois au-delà de la réponse négative, enfin très souvent c'est négatif, mais d'essayer d'avoir un échange pour comprendre ce qui s'est passé, pour comprendre, ça permet voilà, de s'interroger, de travailler. Un entretien, ça se prépare. Donc, tout à l'heure, Laetitia évoquait le fait de la méconnaissance. Aujourd'hui, c'est pas parce que vous êtes titulaire que vous serez pris. Ça, c'était peut-être vrai il y a des années. Aujourd'hui, il est très rare qu'on ait un seul candidat sur un poste. Donc, la concurrence existe. Et donc, il faut pas venir en entretien en ne sachant pas où on met les pieds, quoi. Hein. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a Internet, vous allez dans les salons, voilà. Parce que pour nous, c'est rédhibitoire. C'est-à-dire que quelque part, vous renvoyez l'image de quelqu'un qui n'a pas totalement mis ses chances dans ce recrutement et qui n'a pas fait preuve de curiosité vis-à-vis de l'employeur. Hein, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. On a besoin d'être rassuré. Et la première chose, c'est, on n'est pas du tout dans des situations de concours, hein, c'est pas question pour un champion, mais c'est au moins que la personne sache dans quel environnement professionnel elle candidate. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais, enfin voilà ce que je vous ai ajouté sur ce retour par rapport à un entretien. Et c'est toujours moi ce que je dis aussi, ce qui est important quand on candidate, c'est de bien être au clair sur ce que l'on aime faire, ce que l'on n'aime pas faire. Pour être voilà, un recrutement, il faut que ça vous aille bien, il faut que ça nous aille bien, mais il faut que ça matche des deux côtés. Si ça matche pas des deux côtés, potentiellement vous serez pas bien dans votre mobilité. Et ce moment de vérité, l'entretien, c'est voilà, c'est quelque chose d'important. Donc soyez au clair si vous candidatez sur un poste, soyez au clair sur ce que vous avez envie de faire, ce que vous n'avez pas envie de faire. Voilà, c'était un petit aparté. C'était le mot de la fin. Ah non, c'est pas le mot de la fin. Si, parce que nous allons conclure, Laurence. Je vous remercie, je vous remercie à tous les trois vraiment chaleureusement de votre participation. Nous allons pouvoir clôturer du coup cette table ronde. Merci aux participants pour leurs questions et n'hésitez pas à vous connecter sur nos autres webinaires et tables rondes tout au long de la journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Très bonne journée. Au revoir Julien, bonne journée. Au revoir Laurence, bonne journée. Au revoir, bonne journée. Bon, c'était pas mal, Laetitia. Bah oui.